Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Minder Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de nos investissements et de beaucoup d'autres choses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les sujets suivants. La macro, comme d'habitude, les statistiques les plus importantes, les événements majeurs de la semaine et les événements importants pour la semaine à venir. Ensuite, je vais vous parler également de mes positions du trading. Vous savez que depuis un certain temps, je suis passé en mode trading parce que je ne vois pas beaucoup d'opportunités sur le marché. On va en parler beaucoup plus en détail. Aussi, je vais vous parler des secteurs que moi je trouve qui commencent à être intéressants parce que la structure de mouvement boursier actuel, elle est très particulière parce que les indices restent très hauts, mais dans certains secteurs, il y a une véritable correction et nous allons regarder quels sont ces secteurs et quelles sont les opportunités éventuellement qu'on peut y dénicher. Et le troisième sujet que je vais vous parler quand même un petit peu de la géopolitique, parce que vous savez que je suis d'origine russe et donc vous savez ma position également sur toutes ces histoires de la guerre en Ukraine. Et il y a des événements majeurs qui se passent dans le pays actuellement et ça peut directement ou indirectement finir par avoir de l'impact sur les marchés et notamment sur les matières premières. Mais avant de commencer de parler de tout ça, merci de mettre un like, mes amis, c'est vraiment hyper important pour moi. Ces vidéos sont gratuites. J'espère que vous aimez le Quel est Café Dimanche. Pour vous, ça coûte rien de cliquer la pouce bleue. Pour moi, ça m'aide énormément de développer cette chaîne gratuite. Pour ceux qui font partie des abonnements premium, je vous rappelle qu'il y aura une deuxième vidéo. Comme d'habitude, je publie maintenant deux vidéos, une dans l'espace public de la chaîne Minder Cash et une qui est destinée à mes abonnés premium. Et cette vidéo sera consacrée à business plan d'investissement en bourse. Parce que maintenant, c'est la période quasiment parfaite. Les marchés sont très hauts, très chers, donc il n'y a pas énormément d'opportunités. C'est la période quand il faut se poser, il faut peut-être se former, peut-être couvrir, remplir quelques lacunes dans les connaissances et aussi pour préparer le plan quand les marchés vont commencer à présenter des véritables opportunités. Et là, nous allons parler de business plan, comment le structurer, comment déterminer les objectifs, quels sont mes objectifs, comment je vais commencer à présenter mes positions de portefeuille en bourse, quelle sera cette structure de la présentation de mes positions, parce que c'est un nouveau projet que j'appelle Minder Cash Patrimoine, où nous parlons de l'immobilier, de la bourse, des placements, de tout ce qui est lié à la gestion de notre finance personnelle. Donc voilà, ça sera une suivante chapitre de Minder Cash Patrimoine où nous allons parler de l'investissement comme en business. Pour tous les autres, je vous rappelle que je suis également présent sur Telegram pratiquement tous les jours. Il y a des posts journaliers que je fais. J'ai d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la description à cette vidéo. Cette vidéo, je fais à l'extérieur parce que j'ai commencé des gros travaux dans mon bureau. Maintenant, je suis en train de préparer le grand studio pour faire de belles vidéos, parce que j'espère que le projet Minder Cash va monter un petit peu de gamme. En fait, on va faire des vidéos de plus grande qualité. J'ai prévu faire des nouvelles rubriques. Donc, j'ai décidé de préparer un petit peu l'environnement. Voilà, donc pour un mois, malheureusement ou heureusement, parce qu'il fait super beau, j'espère que le cadre vous plaît également. Voilà, nous allons commencer de parler de la macro. Cette semaine, les indices, qu'est-ce qui s'est passé globalement? C'est que c'était une semaine d'une petite correction, rien de grave toujours. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai fait un petit pari que cette semaine sera plus difficile que les semaines précédentes. Je ne sais pas si je l'ai gagné ou si je ne l'ai pas gagné. Dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous m'attribuez comme score. Mais cette semaine, clairement, elle était plus négative que les semaines précédente parce que le marché commence à réaliser que la hausse des taux n'est pas terminée. L'événement le plus important de cette semaine, c'était le discours de Jerome Powell d'après le Congrès américain. Ça se passe plusieurs fois par an. Et donc aujourd'hui, il devait s'adresser au Congrès pour présenter ses prévisions économiques des États-Unis et donc du monde entier. Donc aimons-nous ou pas, mais les États-Unis déterminent notre environnement macro pour tous les autres pays pratiquement sur le globe. Quel était son discours? Qu'est-ce qui était attendu avant tout? Parce que on compare toujours les discours des banquiers centraux par rapport à ceux qui étaient attendus. Donc la semaine d'avant encore, il y a eu la réunion de la Fed où il a fait une grosse surprise, malgré que le marché n'a pas chuté, mais la surprise, elle était de taille. Il a dit tout simplement que non seulement la baisse des taux n'est pas terminée, mais qu'il y est possible encore d'avoir deux hausses de taux cette année de 0,25%, soit 25% de base. Donc ça, c'est vraiment un point très négatif parce que le consensus dominant des marchés financiers, je vous rappelle encore une fois, c'était que ça y est, c'est fini les baisses des taux et à partir de septembre, nous allons procéder éventuellement aux baisses des taux. Donc ça, c'est vraiment le marché, il est complètement dans un délire. Personne ne les a promis ça, mais je ne sais pas d'où est venue cette hypothèse que les banques centrales
vont commencer à baisser les taux à partir de la fin de cette année. Certains disaient que déjà à partir de septembre, d'autres à partir de novembre, mais déjà le consensus largement dominant qu'en 2024, ça sera une année de baisse des taux et on va plus ou moins revenir dans les mondes QI, de monde parfait, des taux à zéro, etc., etc. Donc, pour l'instant, rien de cela ne se confirme et ça n'a jamais été le discours de la Banque centrale jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce testimony, en fait, ce qu'on appelle, quand Powell a parlé d'après le Congrès, le plus important, c'était qu'il revalide encore une fois cette hypothèse de 2 hausses de taux. Et Jerome Powell, il s'est pointé d'après le Congrès, il a tout simplement validé qu'effectivement, il est très probable d'avoir encore 2 hausses de taux. Pourquoi? Quel était le contexte? Qu'il n'était pas content de la rapidité de la baisse de l'inflation. Effectivement, l'inflation, elle a touché le plus haut en mars dernier, ou en février dernier, je ne sais plus, en tout cas, en début de l'année 2023, et depuis, il a commencé à descendre. Mais c'est vrai que le ralentissement de l'inflation n'était pas suffisamment rapide comme s'attendait la Banque centrale. Donc, je vous rappelle que le benchmark, l'objectif de la Banque centrale américaine, et pas que américaine, c'est d'avoir l'inflation autour de 2%, qui est considérée comme l'inflation saine d'une économie normale. En gros, ça, c'est la norme. Et donc, nous sommes toujours largement au-dessus, on est plus que 2 fois au-dessus de l'objectif de la Fed. Et Jerome Powell, il dit que déjà, si on regarde le secteur de services, si on regarde le marché de travail, le ralentissement n'est pas suffisant. Si je vous traduis cette phrase dans le langage normal, tout simplement, Jerome Powell s'attend à une récession. Parce que c'est que la récession va ramener l'inflation à son objectif. La récession n'est pas là, il n'arrive pas à déclencher cette récession qu'il voit comme un outil de la lutte contre l'inflation, et il devrait appuyer sur le frein encore plus, le frein monétaire, pour que l'économie ralentisse davantage, pour que les États-Unis tombent en récession pour une courte durée, afin de vraiment prendre le contrôle sur l'inflation. Voilà, ça a été validé. Les marchés, ils ont interprété négativement, mais encore une fois, il n'y a aucune panique. Il suffit de regarder sur les indices comme un VIX, par exemple, l'indice qui montre la volatilité, nervosité des marchés. Rien de cela ne se passe. Donc le marché reste tranquille, même s'il a baissé cette semaine. Je trouve que c'est assez surprenant. D'ailleurs, dans le VIX, je continue à avoir toujours l'opportunité parce que nous sommes à des niveaux qui sont proches à des niveaux que nous avons observés pendant les programmes de quantitative easing. Et évidemment, la nervosité du marché ne peut pas être comparée entre le moment d'aujourd'hui, quand on a tout un tas de risques et pas de soutien des banques centrales, par rapport à la situation quand on avait la banque centrale derrière, qu'elle avait tout le temps des QI qui étaient tout le temps prolongés, voire augmentés. Donc ces deux situations-là, c'est très difficile à comparer et pourtant le VIX se comporte comme si on était dans ce monde bisounours pendant les programmes de quantitative easing. Après, s'aventurer sur le VIX, ça peut être quand même assez compliqué. Pour ceux qui font partie de mon club Option Invest, j'ai fait une vidéo récemment sur le trading de VIX. Moi, j'ai pas droit de donner des conseils parce que je n'ai pas de casquette. J'ai une casquette, mais c'est pas une casquette de conseiller d'investissement. Mais si je peux vous donner, on va dire, partager une idée, je ne sais pas comment me prononcer plus correctement en termes de réglementation, c'est que il vaut mieux de passer par les options parce que vous limitez votre potentiel risque. Parce qu'avec les options, vous savez exactement combien vous perdez, à moins que vous les vendez. Il faut surtout pas les vendre, mais si vous achetez des options, dans ce cas-là, votre risque maximal est connu d'avance. En revanche, si vous vous aventurez avec des futurs, ça peut devenir vraiment très compliqué. Et déjà, le VIX, c'est quand même un marché particulier. Je veux pas dire qu'il est compliqué, mais c'est un marché quand même où il faut passer un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne exactement, sur quel contrat exactement vous vous positionnez, pour vraiment ne pas être déçu. Mais en tout cas, objectivement, je vois que les valeurs actuelles, les niveaux actuels du VIX n'ont rien à voir par rapport à la réalité. On voit déjà qu'il y a des Black Swan. Je ne veux pas dire que les événements en Russie, c'est vraiment Black Swan, ça peut en devenir, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on voit que les Black Swan peuvent arriver très rapidement et très facilement. Voilà, donc ça, c'est la situation actuelle, c'est que la Réserve fédérale, c'est l'événement macro majeur, a confirmé tout simplement qu'il est très fort probable d'avoir encore plus des hausses des taux cette année 2023, malgré les rêves, malgré les fantasmes des marchés financiers. Il y a une deuxième banque centrale plus exotique que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je prends l'habitude de parler des banques centrales exotiques dans mes vidéos de Café Dimanche. La semaine dernière, c'était Banque de Canada. Aujourd'hui, c'est Banque d'Angleterre. Bon,
J'espère qu'il n'y a pas d'anglais. Bon, j'espère. Peut-être il y a des anglais, bienvenue abonnés à la chaîne Miner Cash. C'est évidemment pas la banque centrale secondaire, mais on n'en parle pas très souvent parce que nous sommes en France, on suit principalement la zone euro et les États-Unis. Donc la Banque d'Angleterre, on ne parle pas souvent. Mais par contre, les données qui ont été publiées en Angleterre sont très intéressantes. Ils montrent que, suite aux effets secondaires du marché du travail, que l'inflation, elle est toujours continue en train de déraper, mes amis. Donc la croissance économique, elle est toujours là, malgré les efforts que la Banque d'Angleterre a mis en place pour lutter contre l'inflation, rien ne fonctionne. Quelque part, la publication de ces données, elle a affirmé en fait qu'il devient évident que c'est la première banque centrale qui a perdu le contrôle sur l'inflation. Mes amis, c'est quelque chose d'important parce que l'économie britannique, c'est la majeure, en fait, la principale, deuxième principale économie européenne. Après, pour moi, c'est toujours un petit peu difficile de comparer l'Allemagne, qui est vraiment le numéro un de l'Union européenne, et la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Ce sont deux économies différentes, mais ils ont les structures très différentes. Donc, du coup, pour moi, dire qui est la première, qui est la deuxième, j'ai un petit peu du mal à chaque fois, parce que tout simplement, euh, pour moi, c'est deux mondes différents, malgré la proximité géographique. Donc, voyons ça à part. Je pense qu'il est incontestable que l'économie britannique, c'est une économie majeure européenne. Et évidemment, s'il y a des difficultés en Grande-Bretagne, forcément, ça aura de l'impact global comme toutes les économies importantes. Et donc, c'est la première banque centrale qui a perdu le contrôle sur l'inflation. Pour ceux qui sont abonnés au Miner Cash Premium, si vous vous souvenez, il y a quelques temps déjà, je publiais un article dans Big Crack où je me suis présenté un petit peu comme Olivier Delamarche, si vous voulez, qui présage le crack depuis, je sais pas, depuis 20 ans, je crois déjà. Et bon, depuis 20 ans, non, depuis 15 ans au moins, parce que là, je suis arrivé en France, c'était il y a, il y a 15, non, plus que 15 ans, 18 ans. Donc, en tout cas, depuis que je le connais, il ne parle que des cracks du siècle. Eh bien, je fais un article dans ce sens, mais par contre, l'axe sous lequel j'ai analysé la situation était un peu différent, parce que je modélisais en stress scénario le scénario du pire. D'où ça peut venir, comment ça peut fonctionner. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo cet article pour ceux qui sont intéressés. Et donc, c'est long, en fait, il y a beaucoup de lectures, mais en tout cas, j'ai essayé de modéliser quelle est la pire situation que nous pouvons vivre. Donc, ce n'est pas nécessairement dire que ça va arriver demain, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête comme vraiment pour détecter vraiment les signes, le premier signe de ces événements. Et une des idées majeures de cet article, c'était que notre monde économique actuel se base principalement sur la confiance dans la Fed. Et c'est également quelque chose qu'a confirmé Julien Flo, qui était invité il n'y a pas longtemps sur ma chaîne pour une interview, qui disait pareil que en grande partie toute ce monde merveilleux de la bourse, de la hausse boursière, de bull market, elle se tient uniquement sur la confiance dans la Fed. Actuellement, la Fed et la BCE, ils gardent le contrôle sur l'inflation. Mais la Banque d'Angleterre, qui est quand même une banque centrale comparable, elle a perdu le contrôle sur l'inflation. Qui est le prochain? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un véritable risque que les banques centrales perdent le contrôle sur l'inflation? La Banque centrale européenne, ça sera déjà un autre enjeu. Et si on parle de la Fed, ce que je doute d'ailleurs un petit peu plus, ça sera toute une autre histoire. Voilà, ça c'est un événement très important à noter concernant la Banque d'Angleterre. La semaine prochaine, Jérôme Powell va apparaître à nouveau devant les médias. Cette fois, elle va rencontrer Christine Lagarde et encore, je crois, le président de la Banque d'Angleterre. C'est un petit peu un format qui ressemble un petit peu à Jackson Hole. Ils vont parler évidemment des tendances dans l'économie mondiale, etc., etc. Généralement, pendant ces discours, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est bon, ça sera des belles discussions un petit peu classiques. Voilà, on va faire tout le nécessaire pour lutter contre l'inflation. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à des surprises de cette réunion. Tout a été déjà dit. Jérôme Powell l'a dit que pour lui, c'est la lutte contre l'inflation qui est un vecteur majeur et il va le suivre. Et pour moi, grosso modo, il dit que je vais faire le nécessaire pour qu'il y ait une récession aux États-Unis. Une récession va se passer uniquement après un crack boursier. Et là, nous passons en deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler des marchés. Parce que si Jérôme Powell fait tout pour qu'il y ait une récession, donc il fait tout pour dégonfler, je ne veux pas dire une bulle boursière, mais
faire baisser les marchés parce que ça va forcément accompagner cet effort de création de récession artificielle et dès qu'il sera effectif, forcément les marchés vont réagir. Donc voilà, nous avons déjà parlé rapidement des tendances boursières de la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'il faut noter? Bon, on peut noter déjà une chose que les marchés sont capés, mes amis. Voilà, ça d'ailleurs ça fait partie d'une des stratégies que je vais vous parler tout à l'heure. C'est que, ok, on peut discuter éternellement que voilà, est-ce que le marché va atteindre tel niveau, est-ce qu'il va baisser jusque-là, est-ce qu'il va casser le support ou traverser une résistance, mais grosso modo, objectivement, dans la situation actuelle, quand la Fed, c'est vraiment le majeur, le plus puissant au monde qui joue contre le marché, je pense que c'est relativement évident, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais leurs discours sont complètement opposés, on ne peut pas s'imaginer une hausse durable des marchés. Après, on peut retomber sur 4000, voire 3007, pourquoi pas, en cas d'un risk-off majeur. On peut remonter jusqu'à 4005, mais on va rester dans ces zones raisonnables, en fait, qui sont proches au niveau des marchés actuels. Or, évidemment, un événement qu'on ne peut pas anticiper, parce que, vous savez, chaque crack boursier, c'est pas la peine de l'anticiper, parce qu'il arrive toujours suite à des événements imprévus. La conclusion étant que nous pouvons avoir une discussion technique autour des niveaux, quel niveau sera atteint, quel niveau ne sera pas atteint, mais nous pouvons, je pense, objectivement constater que les marchés ne vont pas aller très loin et très haut dans les circonstances actuelles. Et les circonstances actuelles ne risquent pas de changer, au moins pour un an à venir. Donc d'ici, je vais commencer à vous présenter un petit peu mes positions ouvertes. J'aime bien aujourd'hui la stratégie de Bear Call Spread, c'est une stratégie que j'ai présentée dans mon club Option Invest. Évidemment, tous les détails sont dans la description à cette vidéo. Je l'ai déjà tradé plusieurs fois cette année. Chaque fois, c'était le succès. Chaque fois, c'était sur le CAC 40 que je le faisais. Mais on peut le faire également sur l'indice S&P 500 sans aucun problème. Je ne le ferai pas, par exemple, sur le Nasdaq, parce que sur le Nasdaq, il y a un autre phénomène qui affecte normalement les marchés. C'est bien évidemment l'AI, l'intelligence artificielle. Et c'est pas tellement l'intelligence artificielle, c'est surtout le fait que les entreprises qui ont le plus de potentiel dans l'intelligence artificielle, ce sont des très grosses valorisations. C'est Microsoft avant tout, c'est Nvidia, c'est Facebook Meta, c'est Apple en quelque sorte, même si Apple suit plus ou moins la tendance des GAFAM, mais même si sur l'intelligence artificielle, pour l'instant, pour moi en tout cas, leur projet n'est pas spécialement clair. Il y en a, voilà, il y en a Google, et bien évidemment, et Google, forcément que je n'ai pas oublié. Donc, principalement, ce sont des locomotives de la côte américaine et quand ces entreprises montent, tous les indices montent. Ça crée un phénomène que nous avons déjà observé il n'y a pas si longtemps que malgré que les marchés montent, il y a un certain secteur où il y a une véritable correction. Je voudrais vous en parler un petit peu plus. Par exemple, il y en a deux secteurs qui m'intéressent actuellement. C'est même, bon, plusieurs secteurs, je veux dire comme ça, même pas forcément que deux. C'est Oil and gas. Oil and gas, c'est le secteur booming de l'année 2022 suite à la guerre en Ukraine. Si vous regardez par exemple les shortlists que je présente dans mes abonnements premium, il y a une sélection d'actions énergétiques, vous allez voir que ces entreprises sont en train de corriger. Évidemment, quand on parle des valeurs pétrolières, c'est toujours, on est en France, c'est toujours le Total Energy. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir cette valeur parce que c'est une des meilleures de secteur, selon moi. Parce qu'en fait, elle est présente à la fois dans les énergies renouvelables, à la fois dans l'électricité, à la fois dans le pétrole classique. C'est une société qui est très bien gérée avec un très bon dividende. Et le mois dernier, dans le Club Option Invest, justement, je tradais une position de vente des puts. Bon, elle est expirée, elle était gagnante, cette position également. Et cette position, elle a été ouverte plus ou moins à des niveaux qu'on voit aujourd'hui sur les marchés, donc autour de 52, 53 euros par action. Cette fois, je me suis posé la question logique, est-ce que je rouvre cette position à nouveau pour, on va dire, répliquer le succès? Eh bien, pour l'instant, j'ai décidé d'attendre un tout petit peu, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je regarde toutes les autres entreprises du secteur oil and gas, donc c'est le gaz, le pétrole, je vois que les concurrents de Total Energy, elles ont déjà cassé leur support. Et ça m'inquiète un tout petit peu et ça coïncide avec la forte correction du pétrole que nous observons aujourd'hui sur les marchés. Et donc, pour ça, je préfère d'attendre parce qu'on peut avoir les niveaux plus intéressants sur Total Energy, malgré que le cours actuel déjà, et surtout quand on regarde le dividende, me paraît déjà relativement intéressant. Je pense que cette fois, nous pouvons descendre à un niveau au moins jusqu'à 50, et au niveau de 50,
évidemment, je vais agir avec mes chers abonnés Club Option Invest. En tout cas, je vais commencer à vendre les options put, ça c'est sûr et certain, et je vais probablement revenir dans mon portefeuille ouvert PEA. Vous pouvez le trouver sur le site mindercash.fr. Je vais faire revenir cette action totale dans le portefeuille des valeurs françaises. Donc voilà, le secteur énergétique, je commence à suivre de près, et notamment l'action Total Énergie. Un autre secteur où il y a beaucoup de volume à la vente actuellement, c'est le secteur des énergies renouvelables. Vous savez, mes amis, c'est quand même impressionnant. J'en ai parlé déjà rapidement dans la précédente vidéo de Café Dimanche, c'est que la psychologie humaine, et c'est vraiment, ça fonctionne toujours, dans les marchés, partout. C'est que intelligence artificielle, la première fois j'en ai parlé sur ma chaîne, c'était il y a 2 ans. Personne n'était intéressé à l'époque, il y avait un petit hype, ça s'est dégonflé très vite. Maintenant, tout le monde parle que de ça. Pourtant, rien n'a changé, sauf que ChatGPT est devenu connu pour un grand nombre de personnes, pour le grand public. Microsoft est là tout simplement annoncé qu'ils vont intégrer ce ChatGPT dans leur système de recherche, et tout ce qui a changé. Pourtant, cette technologie existe depuis longtemps, pourtant on pourrait y investir à des bons prix il y a longtemps, personne ne voulait le faire, et maintenant tout le monde le fait à des prix exorbitants. Et en fait, je pense qu'il faut être un petit peu contrariant. Il faut dénicher les secteurs qui vont forcément faire partie de notre avenir. Notamment, c'est le secteur des énergies renouvelables. Je pense que nul doute que les énergies renouvelables, c'est de l'avenir. Donc, dans tous les programmes des pays développés, et pas que des pays développés, il y a une part qui est destinée aux énergies renouvelables. Il part que à partir de telle ou telle année, nous allons penser un tel pourcentage sur la production des énergies renouvelables. Après, c'est le pourcentage, selon le pays, c'est le pourcentage et l'horizon qui changent, mais l'objectif ne change pas. Donc, on peut constater que les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Donc, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont mal aimées par le marché. Personne ne les veut. Mais est-ce que vous pensez que ça va revenir sous une forme d'un nouveau hype? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je pense que c'est plutôt dans ces moments-là qu'il faut choper les opportunités, comme on aurait pu le faire sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, également dans mes abonnements, je présente un screener des entreprises de l'intelligence artificielle. Il fallait y investir quand c'était pas cher. Mais vous savez, je parle des choses tellement évidentes, qui semblent tellement bêtes, et pourtant c'est vrai. Aujourd'hui, il y a d'autres secteurs qui chutent, d'autres secteurs que maintenant personne ne veut, et qui vont forcément revenir sous une forme d'en hype ou pas, ça j'en sais rien, ou juste une hausse pérenne et stable. Mais en tout cas, forcément, ces secteurs vont revenir. Je peux noter aussi un autre secteur qui est peut-être un peu moins évident que les énergies renouvelables, c'est le metaverse. Si le metaverse gagne un petit peu du terrain, dans ce cas-là, ça va devenir vraiment un phénomène qui est comparable à l'apparition de l'Internet, parce que ça sera complètement une autre façon de consommer le contenu. Sur le metaverse, par contre, il y a un énorme risque, c'est l'horizon, justement, parce que si l'horizon pour les énergies renouvelables, il est relativement clair, parce que bon, ce sont des programmes gouvernementaux, autant le metaverse, rien n'est garanti, parce qu'évidemment, l'État ne veut pas soutenir les créations de systèmes de metaverse. Et on ne peut pas savoir à quel horizon nous allons commencer à voir le rendement de ce système. Je pense que ça va arriver un jour, parce que c'est vraiment quelque chose qui change, qui transforme complètement notre vie, faire des réunions avec des avatars, je pense que ça va arriver un jour. Mais quand est-ce que ce jour va arriver? Ça, on ne le sait pas. Il existe déjà des solutions. Vous avez vu que Apple, qui a sorti les lunettes VR, bon, je ne sais pas, après, je n'ai pas plongé dans la spécification technique. Est-ce que c'est un véritable concurrent de Quest de Meta? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un effort d'aller dans ce sens. Donc, si Apple l'a sorti en gadget qui coûte, je ne sais plus combien, elle coûte super cher, 3000 ou 3500 $ pour ses clients, cela veut dire qu'ils investissent quand même. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais cela veut dire qu'ils investissent quand même dans le metaverse. Qui dit que, je sais pas, d'ici 2-3 mois, il n'y aura pas une grosse nouvelle que, comme c'était ChatGPT et Microsoft, quand ça sera le metaverse Apple? Et ça va devenir un nouveau hype, toutes les actions que tout le monde, personne ne veut aujourd'hui, vont s'envoler. Vous voyez, c'est ça l'investissement. Il faut être un petit peu avant que le phénomène soit connu par les médias. Il faut essayer de se projeter à l'avenir, s'imaginer l'avenir, à quoi elle va ressembler, se poser la question, est-ce que par exemple ça, ça et ça fera partie de notre avenir? On peut dire quasi certainement la voiture électrique, c'est sûr et certain, les énergies renouvelables, c'est sûr et certain,
Metaverse, c'est Pavel qui pense que ça sera le cas, peut-être vous pensez autre chose. Et dans le commentaire, je vous propose de rajouter d'autres phénomènes qui feront partie de notre monde d'avenir. Dites-moi ça dans les commentaires, on va s'échanger, ça va être super intéressant. Concernant mes positions en bourse, comme je viens de vous dire, je trade beaucoup les structures bear call spread actuellement. J'ai une position ouverte sur le CAC 40. Déjà, elle est très gagnante. Je suis à plus 40% sur cette solution, sur une grosse position en plus. J'ai vendu le bear, j'ai acheté le bear call spread dans la zone de 7400 jusqu'à 7800. Donc, c'est une zone où je pense que le CAC 40 ne va pas aller d'ici septembre 2023. Donc, j'ai pris un petit peu plus loin pour avoir un peu plus de primes. Je pense qu'il y a des très fortes chances que je vais vendre cette position, clôturer cette position avant terme, parce qu'elle elle est déjà très profitable. Je pense que si le CAC 40 elle descend vers les 7000, je crois que de mémoire, le support se trouve au niveau de 6009, 6008. Je ne suis pas certain que je vais atteindre si bas parce qu'au niveau de 7000, je vais déjà avoir un profit très très confortable pour cette position. Il n'est pas exclu que je vais ouvrir une position pareille sur l'indice S&P 500 s'il continue à monter. Bon, en fait, s'il repart à la hausse la semaine prochaine, parce que cette semaine, elle était plutôt baissière. Oui, il n'y avait pas eu une grosse baisse, mais c'était plus baissier que les semaines précédentes. Je ne le ferai pas sur Nasdaq pour la raison que je viens de vous expliquer, parce que Nasdaq peut être tiré artificiellement par les valeurs tech, notamment du secteur de AI où il y a le hype. Donc du coup, je pense que Nasdaq, c'est moins prévisible de point de vue de son niveau maximal à la hausse. Je ne suis pas en train de dire que le Nasdaq a beaucoup de potentiel de hausse, hein. Surtout, il ne faut pas m'interpréter de cette manière. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que effectivement, dans la Nasdaq, il y a plus de volatilité parce que les valeurs qui tiennent la Nasdaq vers le haut sont très puissantes et ça peut effectivement créer des phénomènes inattendus. On peut facilement casser les résistances, avoir des fortes cassures techniques qui peuvent me coûter de l'argent. Tout simplement, je préfère de trader cette stratégie sur des indices un peu plus industriels où je vois vraiment des raisons pourquoi cet indice ne va pas aller au-delà de ce niveau. Voilà. Ensuite, les stratégies sur Sartorius. J'ai clôturé la position bull call spread. En fait, cette fois, c'était une position à la hausse. J'ai eu un peu de la chance qui a compensé mon mésaventures avec Nvidia. Donc j'ai gagné de l'argent, mais le jour après, ils ont fait un profit warning, l'action elle a chuté lourdement. Donc heureusement que ma position a déjà expiré, j'ai déjà encaissé mon profit. Mais je n'ai pas repris cette position ce mois-ci, tout simplement parce que je trouve que quand même Sartorius, vu le contexte, vu le profit warning, elle reste quand même relativement chère au niveau des ratios. Donc cette action, elle est restée toujours chère hein, parce que bon, elle est très profitable, il y a un gros ROIC, il est très bien au niveau de fondamentaux, mais dans le contexte actuel, je pense que ces ratios de valorisation ne sont pas justifiés. Donc pour l'instant, je trade trois choses. La première chose, c'est la vente des puts éventuellement sur les actions comme Total Energy. Je suis en position d'attente, mais en tout cas, tous mes abonnés Option Invest vont savoir le jour exact quand je vais passer à l'action. Mais ça, c'est plus la stratégie d'investissement que du trading parce que ce sont des actions qui m'intéressent. Donc, ça vraiment, c'est une stratégie excellente où tu gagnes pratiquement dans tous les cas. Soit tu touches le cash, soit tu as une position au cours que tu veux. Deuxième position, c'est les stratégies bear call spread. Et la troisième position, que je fais du trading sur l'indice VIX. Mais ça, encore une fois, ce sont des trades un petit peu plus professionnels, on va dire, parce que il faut comprendre quand même la structure de cet indice. Cet indice, il est très volatile. En tout cas, je préfère de parler de cet indice dans mon club où je donne beaucoup plus d'informations sur... parce qu'en fait, il est calculé à partir du marché des options. Donc, la formule de l'indice VIX, elle est complexe, mais le trading de cet indice ne l'est pas. Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal, ça peut paraître paradoxal, mais voilà, donc je préfère de ne pas parler dans l'espace public des instruments qui peuvent coûter beaucoup d'argent, je préfère d'en parler dans mes clubs privés. Et ici, on parle des instruments beaucoup plus traditionnels. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai promis de parler un petit peu de la géopolitique. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a une espèce d'un coup d'État en Russie. C'est un complot anti-Poutine, donc c'est très très compliqué à décortiquer cette situation.
Je peux vous faire une vidéo parce que évidemment je suis très bien informé par rapport à ce qui se passe là-bas, je suis la situation, mais j'ai un petit peu une hésitation parce que tous ces sujets-là, ils sont très clivants. Parfois, il y a des personnes, pourtant, depuis le début de la guerre en Ukraine, tous mes pronostics se sont confirmés, mais presque à l'être. J'ai été complètement à côté de la plaque avant la guerre en Ukraine parce que je ne pensais pas que ça allait arriver. Mais là, c'était une grosse erreur que j'ai faite, qui m'a coûté d'argent d'ailleurs. Pas beaucoup, mais ça m'a coûté un peu d'argent. Mais c'est pas l'argent qui compte dans cette situation-là, évidemment, parce que c'est pas, on va dire, ma tristesse n'était pas par rapport à l'argent perdu, mais surtout par rapport au côté humain et côté, on va dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas rentrer en détail. Je peux faire une vidéo géopolitique. Peut-être je peux la faire pour les abonnés premium ou un grand public, parce que certains apprécient ces vidéos, d'autres moins. Dites-moi dans les commentaires, je peux le faire, ça ne me dérange pas. Mais la situation actuelle, donc en gros, Vladimir Poutine, il a rentré dans une guerre absolument affreuse qu'il a perdue. Donc c'était pas évident pour certains, pour moi c'était assez évident dès le début. Et il s'est associé avec des groupes paramilitaires, les groupes des bandits en fait, des choses vraiment ce sont des armées privées qui sont interdites par la constitution russe et pourtant il s'est allié avec. Et finalement, il les a armés, il les a donné encore plus d'armes. Ce sont les groupes qui savent faire la guerre, contrairement à l'armée russe. Et finalement, on s'est retrouvé devant le dilemme que ces groupes armés sont devenus plus puissants que l'armée russe. Et évidemment, il se retourne contre lui-même. Et ça peut foutre un gros bordel dans le pays, ce qui est déjà le cas, hein. Après, de point de vue économique et géopolitique, ça changera pas grand-chose. À mon avis, ça sera plutôt un phénomène interne dans le pays. Ça va certainement affecter un petit peu le marché de pétrole par nervosité, tout simplement parce que, évidemment, ça crée un sentiment d'inconnu, ça crée un sentiment d'une imprévisibilité. Et pourtant, je pense pas que, en tout cas, entre les deux forces qui sont en train de s'opposer aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence parce que ce monsieur Prigogine qui maintenant lutte contre Vladimir Poutine, c'est la création de Vladimir Poutine, c'est un ancien prisonnier, c'est un criminel de guerre. Bon, pas officiellement, pas comme Vladimir Poutine lui-même, il est criminel de guerre, il y a un procès à Hague contre lui. C'est pas le cas contre le Prigogine, mais ça va pas tarder. Donc les deux se valent en fait, c'est ça que je veux dire. Donc ni l'un ni l'autre ne va pas être une bonne chose. En revanche, il y a eu des informations qui nécessitent d'être encore revérifiées, qu'apparemment les États-Unis sont prêts à discuter avec Prigogine malgré les crimes qu'il a commis. Et je n'exclus pas que c'est le cas, parce que tout simplement, ce que cherchent les États-Unis, c'est pas la paix en Russie, ou c'est pas bon. Il faut pas non plus imaginer que les États-Unis c'est des bons gentils. Je pense pas que c'est le cas pour vous. Euh, je pense que tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une visibilité, même si ça sera vraiment une personne infréquentable qui sera à la tête de la Russie, comme Prigogine. Euh, Si il va offrir une certaine visibilité, même une réalité absolument inacceptable, ça va convenir pour les États-Unis. Dans cette hypothèse, je peux tout à fait croire que les États-Unis seront prêts à un certain niveau de discuter avec lui, peut-être au niveau des services secrets, je ne sais pas, pour arranger la fin de la guerre en Ukraine. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, que moi je pense que ce monsieur Prigogine, malgré tout, il n'est pas stupide. Il n'est pas aussi stupide que l'entourage de Vladimir Poutine dans tous les cas. Et donc ça peut clôturer la discussion sur l'utilisation des armes nucléaires. Et ça sera déjà un gros soulagement international, je pense. Au niveau du marché pétrolier, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça dépend s'il prend le pouvoir, bien évidemment. C'est ce qui n'est pas impossible. Paradoxalement, ça paraît fou, mais c'est pas impossible. Euh, Quelle sera sa politique? Quel comportement elle va adopter vis-à-vis le monde occidental? Bon, ça ne sera pas un partenaire des Occidentaux, il ne va pas venir avec une visite officielle à Paris ou à Washington, ça je pense pas. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il va prendre une posture, on va dire, pas plus constructive, mais moins guerrière, moins agressive? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est possible parce que, évidemment, la guerre, elle est perdue. Évidemment, la Russie n'a aucune chance dans la lutte contre l'Occident. Et là, il a besoin de certaines collaborations avec le monde extérieur. Donc peut-être s'il va prendre cette position-là, ça sera au contraire, paradoxalement, une bonne nouvelle, malgré que la personne elle est complètement à côté de la plaque. Donc là, je ne veux pas vous raconter toutes les histoires, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, qui est cette personne.
Et voilà, donc c'est ça. Donc je ne vois pas ça nécessairement comme comme un énorme risque. Et voir, et je veux pas non plus être positif ou optimiste par rapport à ces événements. Voilà, c'est l'avenir qui nous dira, mais en gros, s'il y a des changements, c'est déjà une bonne nouvelle parce que vraiment la situation dans laquelle on était, elle était vraiment absolument inacceptable. Voilà mes amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je dis à très bientôt aux abonnés Minder Cash Premium où on va continuer notre discussion. On va parler de l'investissement, de gestion de portefeuille, de business plan, comment investir en bourse et comment je vais commencer, comment je vais structurer mes investissements en bourse dans le cadre du projet Minder Cash Patrimoine. Donc rejoignez Minder Cash Premium si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt et passez un très bon dimanche. Bye bye.